Bonjour. Nous allons, après avoir étudié le mouvement du centre d'inertie d'un solide, nous allons étudier le cas particulier du mouvement d'une particule dans les champs G et E uniformes. Donc, ici, il s'agit d'étudier le mouvement d'une particule ou d'un projectile dans les champs de pesanteur et dans les champs électrostatiques uniformes. Nous allons d'abord commencer par le mouvement d'une particule ou d'un projectile dans le champ de pesanteur G. On va lancer un projectile dans le vide avec une vitesse V0 faisant un angle alpha avec l'horizontale. Et à nous de savoir, de connaître la nature du mouvement et en déduire les équations horaires et l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc je vais mettre le schéma qu'on rencontre fréquemment. Il s'agit d'une particule lancée avec une vitesse V0 dans un repère. Bon. Voilà. Alors, on lance une particule, un projectile, un solide dans le vide avec une vitesse V0, faisant un angle alpha avec l'horizontale. Et à nous de connaître la nature du mouvement. Ensuite, déterminer les équations horaires de ce mouvement et en déduire l'équation cartésienne de la trajectoire avec quelques caractéristiques qu'on appelle la flèche et la portée. Alors, ici d'abord, lorsque je lance le projectile dans le vide, quelles sont les forces qui vont agir sur le projectile et quelle est l'expression de l'accélération. Donc pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire une étude. L'étude que j'ai amenée d'abord, c'est l'étude dynamique. Petite étude dynamique. Je commence là. 1. Étude dynamique. L'étude dynamique, il s'agit de quoi ici? D'abord, on dit tous, tout exercice de mécanique, il faut d'abord préciser le système. Donc, on va donner le système. Système. Il s'agit d'un projectile, le projectile. Le projectile. Ensuite, le référentiel. Référentiel terrestre. Terrestre. Supposé galiléen. Supposé galiléen. Après le référentiel terrestre supposé galiléen, on va passer au bilan des forces. Bilan des forces. Quelles sont les forces qui vont agir sur le projectile lancé dans le vide? Donc, le projectile sera soumis au poids, à l'attraction terrestre. Donc ici, on a le poids P du projectile. Et P égale à mg. Voilà, P est proportionnel au vecteur champ de pesanteur. P égale à mg. Mais est-ce qu'il existe une autre force? Alors, vous avez la particule qui est lancée dans le vide et la particule est soumise à l'attraction terrestre. Donc, c'est le poids P seulement. Bon, on suppose que les frottements de l'air sont négligés. Voilà, donc, nous avons une seule force qui va agir sur le projectile qui est dans le vide. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit représenter. On va faire la représentation. Dans représentation, la représentation, il faut représenter les forces, les différentes forces. Mais ici, le poids, nous ne savons pas où la particule se trouve à un instant T. Donc ici, le poids est proportionnel à G. Donc représenter G, c'est comme si on avait représenté le poids. Or, le champ G, le vecteur G, sa direction, c'est toujours la verticale, le sens dirigé du haut vers le bas. Donc nous avons le champ G qu'on peut représenter à n'importe quel endroit
le champ G. Dans le champ G, représenter le champ G, c'est comme si on avait représenté le poids P. Voilà, dans la représentation, nous passons. Après la représentation, on passe à quelle étape? Après la représentation, on va passer à l'étape, il faut connaître la nature du mouvement. Pour la nature du mouvement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appliquer le théorème du centre d'inertie qui va nous donner le vecteur accélération. En fonction de l'expression du vecteur accélération qu'on va déterminer, nous allons en déduire la nature du mouvement. Donc, appliquons le théorème du centre d'inertie. Donc ici la représentation c'est voir figure. Voilà, nous avons représenté la figure au début. Donc la figure est là. Appliquons le théorème du centre d'inertie. Le théorème du centre d'inertie nous dit quoi? On va rappeler, on nous dit somme des forces extérieures appliquées à un solide est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre d'inertie. Voilà l'expression générale du théorème du centre d'inertie mathématiquement. Et là, on va appliquer, nous avons quelle force ici? Les forces qui sont là, on a le poids P égale à MA. MG égale à MA. Ce qui implique donc le vecteur accélération égale à quoi? Égale à G. Le vecteur accélération égale à G, qui est égal à... Oh, G égale à une constante. G est uniforme. Donc, si A est égal à une constante, d'après la première leçon que nous avons vue, quand A est une constante, cela montre quoi? Cela montre que le mouvement est uniformément varié. Ce qui implique donc, mouvement uniformément varié. Si le mouvement est uniformément varié, ça veut dire quoi? On peut déterminer les équations horaires. Les équations horaires. On connaît la forme des équations horaires lorsque le mouvement est uniformément varié. Dans ce cas, maintenant, on va passer à quoi? On va passer à l'étude cinématique. En déterminant les équations horaires, on parle de l'étude cinématique. 1, 2, étude cinématique. 1, 2, étude cinématique. L'étude cinématique va nous donner les équations horaires maintenant. On connaît la forme, l'expression de A. A est une constante. Quand A est une constante, on a un mouvement uniformément varié. Donc je vais donner, mais comme nous avons un repère à plusieurs dimensions ici, on a un repère à plusieurs dimensions. Je complète pour le repère. On aura X, on aura Y. Et l'origine du repère O. Avec vecteur unitaire ici, I, vecteur unitaire J. Voilà. Et là, je reviens à l'étude cinématique. Je vais donner les expressions vectorielles, les formes des équations horaires. En vecteur d'abord. A égale à G. Là, on vient de le dire. A égale à G, qui est égal à une constante, bien sûr. Ce qui veut dire quoi? Ce qui implique donc que V sera sous la forme AT plus V0. Voilà la forme de l'équation horaire lorsque A est une constante, la vitesse. Ce qui implique également que quoi? OG, G qui est le centre d'inertie du solide qui est en mouvement, égale à quoi? 1/2 de A T carré plus V0 T plus OG0. Voici les formes des équations horaires. Les formes des équations horaires en vecteur. Puisque chaque vecteur aura plusieurs coordonnées. Voilà, on a un repère à 2 dimensions. On pourrait faire un repère à 3 dimensions. Mais 3 dimensions, nous allons nous retrouver toujours avec un repère à 2 dimensions à la fin. Bon, c'est pourquoi nous n'avons pas complété avec la 3e dimension. Donc, on doit dire un repère OIJK. Mais là, je me suis limité à OI et OJ. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut déterminer les équations horaires en coordonnées. Coordonnées dans le repère. Donc, je vais passer aux équations horaires. Donc, pour pouvoir déterminer ces équations horaires, qu'est-ce qu'il faut faire? On va parler des conditions initiales, c'est-à-dire à l'instant t égale à 0. Quelles sont
les coordonnées de ces, voilà, à l'instant t égale à 0, les grandeurs cinématiques V0, OG0. OG0 c'est quoi? C'est la position à l'instant t égale à 0. V0 c'est quoi? C'est la vitesse à l'instant t égale à 0. A égale à A0. A0 égale à A. Pourquoi? Parce que A est une constante. Que ce soit à t égale à 0 ou à t différent de 0, c'est la même valeur de A. C'est pourquoi on a dit A égale à une constante. Donc ici, je vais passer aux conditions initiales, à dire à l'instant t égale à 0. Condition initiale. Condition initiale. Voilà. Condition initiale. Condition initiale du lancement. Voilà. Quand on lançait du lancement. Quand on lançait le projectile, quelles sont les conditions? Donc, cela revient à quoi? À donner les coordonnées des grandeurs cinématiques à l'instant t égale à 0. Donc, on dit condition initiale, t égale à 0. À t égale à 0, on va donner les coordonnées. On va commencer par V0, si nous voulons. V0. Ces coordonnées, nous avons un repère à deux dimensions. Le repère OXY, donc on va appeler V0X. Sa coordonnée suivant X, on va l'appeler V0X. Coordonnée suivant Y, V0Y. Et qu'est-ce que ça vaut? Nous allons donner tout à l'heure. La position, c'est OG0. OG0, on aura les coordonnées OG0. Dans le repère, ça sera X0, Y0. Qu'est-ce que ça vaut aussi dans le repère? Voilà. OG0, c'est quoi? C'est la position à l'instant t égale à 0. V0, c'est la vitesse à l'instant t égale à 0. C'est-à-dire lorsqu'on commençait à lancer le mobile. Donc ici, je vais déterminer les coordonnées de V0. Les coordonnées de V0, on va regarder dans le repère. Dans le repère, on va faire une projection. Vous avez V0 qui est dans le repère qui est là, qui forme un angle alpha avec l'horizontale. Donc il faut faire une projection. La projection revient à faire quoi? On va projeter sur l'axe OX. Donc c'est comme si le vecteur se retrouvait là. Et c'est celui-là qu'on doit déterminer. C'est lui qui est notre V0X. V0X. Le V0X qui est là. V0X qui est là. Donc c'est ce côté que je dois déterminer. Ce côté se trouve dans un triangle rectangle. On a un angle droit. Et là, on constate que ce côté-là, c'est le côté adjacent. Côté adjacent en mathématiques égale à quoi? Hypoténuse fois cosinus de l'angle. Or, l'hypoténuse, c'est quoi? C'est V0. Donc, V0x égale à quoi? V0 cosinus alpha. V0y. V0y, je fais pareil. On fait la projection sur celui-là. Donc, c'est comme si c'était le vecteur était projeté là. Et c'est ce côté-là que je dois déterminer. V0y. V0y, c'est le côté, quand on regarde, alpha va se retrouver là également. C'est le côté opposé dans le triangle rectangle qui est là. Le côté opposé à alpha. Donc, qui parle de côté opposé, parle de sinus. Côté opposé, regarde quoi? Hypoténuse fois sinus de l'angle. L'hypoténuse, c'est V0. Donc, on aura V0 sinus de l'angle alpha. Voilà. Voici les coordonnées de V0 dans le repère. Je vais passer aux coordonnées OG0. OG0, c'est quoi? C'est la position du mobile à l'instant t égale à 0. À l'instant t égale à 0, le solide se trouve où? Le solide se trouve au point O. Pourquoi? Parce que le V0 même, le point d'application du V0 se trouve au point O. O étant l'origine du repère, ça veut dire quoi? Les coordonnées de O, c'est 0, 0. Donc on aura 0 et 0. Voici les conditions initiales. Ici, je peux donner des coordonnées de A aussi, mais je vais laisser dans la partie T différente de 0. C'est la même chose, ça revient au même. Donc, voici les conditions initiales de lancement à T égale à 0. On va passer maintenant aux conditions à l'instant T différent de 0. On va donner les équations horaires maintenant à l'instant T différent de 0. Ça, les équations horaires. Équation horaire. Équation horaire. C'est-à-dire T différent de 0 ou T supérieur à 0. On a donné à T égale à 0.
On est maintenant à t différent de 0. À t différent de 0, je vais commencer par A. A, c'est coordonnées dans le repère. On va donner les coordonnées de A. A aura pour coordonnées AX, AY. AX, qu'est-ce que ça vaut? Donner les coordonnées de A revient à projeter le vecteur G dans le repère. Le vecteur G, c'est lui que je vais projeter. Si je connais la projection du vecteur G dans le repère, c'est comme si je connais les coordonnées de A aussi. Parce que vecteur A égale vecteur G. Les deux ont même sens et même direction. Donc G, quand je projette, G est perpendiculaire à OX. Perpendiculaire à OX, donc la projection va nous donner quoi? 0. Ça va nous donner 0. AY, on va regarder. Projection de G sur OY. On constate que OY et G, les deux ont même direction. Mais les deux n'ont pas les mêmes sens. G est opposé à OY. OY est dirigé comme ça, G est dirigé vers le bas. Donc sa projection va nous donner quoi? Moins. Ça donne lui-même, mais moins G. Voici les coordonnées de A. Si elle finit avec les coordonnées A, je vais passer aux coordonnées de V. Les coordonnées de V. Les coordonnées de V, on les appelle Vx et Vy. Vx égale à quoi? Je vais regarder la forme du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse égale à quoi? A t plus V0. Donc le vecteur vitesse aura deux coordonnées. La coordonnée suivant x, on a appelé AX, multiplié par t, plus V0x. AY ici, multiplié par t, plus V0y. Voici les coordonnées. Mais je ne fais que quoi? Je vais prendre maintenant ces coordonnées et puis remplacer directement dans les formes qui sont là. Donc finalement, V aura pour coordonnées l'équation Vx égale à quoi? AX, je vais regarder AX vaut 0. Donc 0 multiplié par t, ça nous donne 0. V0x est égal à quoi? C'est égal à V0 cosinus alpha. Vy, je vais passer AY égale à moins G. Donc le travail est déjà fait, je remplace seulement. Vy égale moins G multiplié par T, je n'oublie pas le T. Plus quoi? Plus la forme V0Y. V0Y égale à quoi? Plus V0 sinus alpha. Voici les équations horaires vitesse. Voilà, les équations horaires vitesse. Je viens de terminer les équations horaires vitesse. Okay, qui sont en fonction du temps. On va passer maintenant aux équations horaires position. Donc j'ai trouvé le A. J'ai trouvé la vitesse. Il me reste quoi? Les trois grandeurs cinématiques, c'est quoi? C'est A, V et OM. L'accélération, la vitesse et la position. Vecteur accélération, vecteur vitesse, vecteur position. Il me reste maintenant quoi? Il me reste les coordonnées de la position. X et Y. Donc je vais passer à la dernière étape. Je vais regarder la forme également. La forme OG, ces coordonnées, d'abord on va les appeler X et puis ici Y. Que vaut X, que vaut Y? Tout est déjà là. Le vecteur AT carré plus V0T plus OG0. Mais je vais passer aux coordonnées. Donc, la coordonnée de OG sur X, sur OX, ça s'appelle X. La coordonnée de A sur X, ça s'appelle AX. La coordonnée de V0 sur X, ça s'appelle OX. La coordonnée de OG0 sur X s'appelle X. Donc finalement, c'est égal à quoi? La forme 1 demi de AX T carré plus V0 T plus X0. La deuxième, 1 demi AY T carré plus V0. Ici, c'est V0X. V0Y T plus Y0. Voilà les formes. En s'appuyant sur le vecteur position, l'expression vectorielle. Le vecteur position, c'est OG. Voilà, on a donné la forme, on a rappelé la forme. Donc, chaque fois, il faut se rappeler de la forme du vecteur position lorsque nous avons affaire à un mouvement qui est uniformément varié. Et je passe maintenant en coordonnées. C'est quand vous avez remplacé les coordonnées par leur valeur, expression, qu'on dit, on a déterminé les équations horaires. Par là, on n'a pas encore terminé. On va regarder maintenant. AX vaut quoi? AX vaut AX est égal à quoi? AX vaut 0. Donc le terme là s'annule. V0x vaut quoi? Ça vaut V0 cosinus alpha. Multiplié par quoi? Multiplié par le temps. X0 vaut 0.
Donc, finalement, j'ai trouvé le x. Y égale 1 demi de AY. AY vaut moins G. Donc, c'est égal à quoi? Moins 1 demi de GT carré plus V0Y. Ça y est, là-bas, nous avons trouvé les expressions déjà. Ça fait V0 sinus alpha. Le tout multiplié par T. Y0 vaut 0. On vient de déterminer les équations horaires du mouvement. Les équations horaires position. Donc, voici les équations horaires position du mouvement. Voilà. Ce sont les équations horaires. Les équations horaires ont été déterminées. Donc, je fais quoi? D'abord, j'ai fait l'étude dynamique, j'ai fait l'étude cinématique. L'étude cinématique m'a permis d'avoir les formes des équations horaires. Et je fais les projections, je passe aux coordonnées. Voilà. Donc, voici un peu comment on détermine les équations horaires. Les équations horaires, une fois que j'ai fini avec les équations horaires, maintenant, on peut déterminer quoi? On peut déterminer l'équation de la trajectoire. La trajectoire, quand vous lancez, par exemple, vous avez des projectiles que vous lancez, vous avez un caillou et vous lancez avec un angle alpha avec l'horizontale. On constate que quoi? Ça décrit une trajectoire curviligne. Mais la trajectoire curviligne, c'est quoi précisément? C'est ce qu'on va essayer de voir. Quelle est la forme d'équation qu'on va trouver? En fonction de la forme d'équation, on saura dire si c'est une droite, ou bien c'est une parabole, ou bien c'est hyperbole. On pourra le dire. Donc, on va aller avec équation cartésienne de la trajectoire. Équation cartésienne de la trajectoire. Ici, il s'agit de faire quoi? Il s'agit d'éliminer le temps entre les deux, c'est-à-dire exprimer une des coordonnées en fonction de l'autre. C'est tout. Exprimer une des coordonnées x en fonction de y ou bien y en fonction de x. Donc, c'est à moi de voir lequel on doit tirer le temps et remplacer dans l'autre. Donc, pour cela, je vais numéroter les deux équations. Équation numéro 1, équation numéro 2. Donc, je constate que l'équation numéro 1 est la plus facile. C'est là où on peut tirer le temps. Et là, maintenant, intégrer dans l'équation 2. Voilà. Donc, ici, il faut savoir que le x est fonction du temps. Alors, je précise bien que le x est fonction du temps, y de t. Y aussi est fonction du temps. Alors, c'est quoi on les appelle d'ailleurs équation horaire. Équation fonction du temps. Maintenant, ici, je dois trouver l'équation cartésienne. Là, ce n'est plus fonction du temps, mais les coordonnées sont fonction l'une de l'autre. Voilà. Donc, je vais faire quoi? D'après 1, c'est le 1 qui va me permettre. D'après 1, on va faire quoi? On tire le temps. Le temps t égale à quoi? T égale à x sur V0 cosinus alpha. On va faire quoi? On va intégrer cette relation dans 2. 2 devient. Là, maintenant, c'est quoi? On va remplacer le temps. Donc, ça sera y fonction maintenant de quoi? De x. X sera la variable. Et on aura moins 1 demi de g facteur de x sur V0 cosinus alpha. Alpha, le tout au carré plus V0 sinus alpha multiplié par x sur V0 cosinus alpha. Voici la forme. Et là, je vais essayer d'arranger tout ceci. J'aurai y qui est fonction de x égale à quoi? Égale à moins g sur 2, on élève V0 carré cosinus carré alpha multiplié par x carré. Je mets x carré parce que x est la variable. Voilà, donc il détache. Ces grandeurs-là sont des constantes on va vous donner. Plus V0, je peux simplifier. On aura quoi? Du sinus sur du cosinus. Ça nous donne quoi? Tangente. Donc on aura x tangente alpha. Voici l'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire. Et on constate que quoi? L'équation est sous la forme y forme la forme y de x égale à quoi? Égale à ax carré plus bx. En mathématiques, quand
j'ai une équation de cette forme, on dit quoi? On a une courbe parabolique. Donc ici, on a quoi? La trajectoire est parabolique. Donc ça décrit une parabole. Trajectoire, ce qui implique trajectoire parabolique. Trajectoire est une parabole. La trajectoire est une parabole. Si la trajectoire est une parabole, maintenant ça veut dire quoi? Je peux représenter maintenant sur mon chemin. Je reviens sur mon chemin maintenant. Je peux représenter cette trajectoire. Cette trajectoire, donc j'aurai la bille, notre projectile qui va aller, et au fur et à mesure, va atteindre une hauteur et retourner. Voici si on me demande de donner l'allure de la trajectoire. Donc on a donné un peu l'allure, la trajectoire. Bon, je prolonge un peu. Donc la particule va décrire une trajectoire parabolique. Dans la trajectoire, vous avez la particule qui va atteindre une hauteur, dont je vais appeler ici un sommet, S, et une hauteur maximale, et revenir, donc, et retomber sur le plan horizontal du point de lancement que je vais appeler P. Voilà, que je vais appeler P. Et là, ça nous permet d'avoir quoi? D'avoir une grandeur qu'on appelle la portée. La distance qui sépare le point de lancement au point d'impact sur le plan horizontal, ça on va appeler la portée. Et la portée, c'est qui est là? D, c'est D. La portée D égale à quoi? Égale à la distance OP. Ou encore égale à quoi? À X de P. Voilà. Voici la portée. Et on va déterminer l'expression de la portée cette fois-ci. Quand j'ai lancé, la distance qui sépare le point de lancement et le point d'impact sur le plan horizontal. C'est ça qu'on appelle la portée, la distance qui sépare les deux. Voilà le point de lancement O, le point d'impact sur le plan horizontal du point de lancement. C'est lui qui est là. Donc la distance qui sépare les deux, c'est ce qu'on appelle la portée. Donc comment déterminer la portée? Caractéristique de tir horizontal. La portée de tir horizontal, la portée c'est quoi? C'est D égale à la distance OP. Donc il a dit que O c'est le point de lancement, P c'est le point d'impact. Le point d'impact sur le plan horizontal. Quand on dit le point d'impact, ça veut dire quoi? J'ai lancé à un point O, ça revient sur le même plan horizontal où le projectile va tomber, ça on appelle le point d'impact. Et c'est égal à quoi? C'est égal aussi à XP. Et comment je vais déterminer? C'est égal à quoi? Comment on peut déterminer le X de P? La portée de tir horizontal. Pour la portée de tir horizontal, on a dit quoi? Sur le chemin, je reviens un peu encore sur le chemin. Lorsque j'ai lancé le mobile, le Y était à 0 ici. Je lance, Y0, Y0, X0. Quand je lance, il revient encore sur le point P. Le point d'impact, c'est P. Dans ce cas, que vaut X de P? X de P, c'est ce qu'on veut chercher. Mais Y de P vaut quoi? Quand il est au point P, le Y de P vaut 0. Le Y de P vaut 0. Donc, je vais déterminer le Y de P, j'ai l'équation de la trajectoire, la courbe qui est là, elle est représentée par quoi? Par l'équation que nous avons Y de X. Donc, à nous maintenant de déterminer Y de X de P. Y de X de P égale à 0. Quand c'est égal à 0, ça veut dire quoi? On peut déterminer maintenant le X de P. On y va. Donc, on a au point P, les coordonnées, c'est X de P, c'est X de P qui vaut D, qui est égal à OP, c'est lui que nous voulons. Et le Y de P, c'est lui qu'on appelle Y de X de P. Voilà, c'est tout. Et c'est égal à nous de déterminer le Y de P. Si je connais le Y de P 0, je peux tirer le X de P. Donc on y va. Y de X de P, c'est lui qu'on a appelé Y de P. Voilà. C'est égal à quoi? Voilà l'équation qui est là. À faire moins G sur 2 V0 carré cosinus carré alpha
x de p au carré plus x de p tangente alpha. Et on a dit quoi? C'est égal à 0. Voilà. Donc le terme qu'il faut utiliser ici, c'est le y de p qui vaut 0. Voilà, c'est lui qui peut me permettre d'avoir la portée. Je souligne bien. Y de p égale à 0. Si y de p égale à 0, je peux résoudre et puis avoir le x de p. Je fais quoi? J'ai celui-là, j'ai moins g sur 2 v0 carré cosinus carré alpha x de p carré égale à quoi? Moins x de p tangente, c'est quoi? Tangente, c'est du sinus sur cosinus. Bon, je laisse toujours la même forme pour le moment, on va développer après. Tangente alpha. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a x de p carré x de p. Il y a un xp qui s'en va. Et il va rester celui-là. Donc j'aurai finalement x de p égale à quoi? Alors donc il a simplifié. On peut simplifier. Par exemple, il y a xp carré xp. Donc on peut simplifier. C'est comme si par exemple j'ai a au carré et puis a ici. Je peux simplifier pour avoir le a. Donc je fais quoi? Je vais ramener tous ceux-là d'un côté. Ceux qui sont ici, les moins s'en vont aussi. Donc j'aurai quoi? 2. J'ai déjà quoi? J'ai déjà tangente. Tangente, c'est du sinus sur cosinus. Déjà. Donc je lui là qui est là en bas, il va repasser là, produit en croix. Multiplié par 2 V0 carré cosinus carré alpha sur lui là en haut, il va passer en bas sur G. Qu'est-ce que je fais? Je peux simplifier. Le cosinus étant là, il y a un carré. Donc finalement, il va rester là. X de P, c'est toujours égal à quoi? Je fais 2, au moins je mets 2 V0 carré, sinus alpha, cosinus alpha sur G. Or, en mathématiques, on nous a dit quoi? Sinus 2 sinus x fois cosinus x égale à quoi? Sinus de 2x. Donc, ici, ça veut dire quoi? Lui, là, le terme là aussi égal à quoi? V0 carré sinus de 2 alpha. Donc, c'est aussi égal V0 carré sinus de 2 alpha sur G. K quoi? K est 2 sinus alpha cosinus alpha égale à sinus de 2 alpha. Et là, on vient de déterminer l'expression de la portée. Donc finalement, on revient là. Égal à quoi? À x de p qui est égal à v0 carré sinus de 2 alpha sur G. C'est ce qu'on appelle la portée de tir horizontale. La portée de tir horizontale. La portée de tir horizontale. Et à quel moment je peux savoir la portée de tir? Le mobile peut aller le plus loin possible à quel moment? Pour quel angle? On peut déterminer. La portée est maximale si quoi? Est maximale si sinus de 2 alpha. Parce que V0 c'est une constante, G est une constante. Mais c'est là alpha qui peut changer. Donc la portée est maximale si la portée est maximale si quoi? Sinus de 2 alpha égale à 1. Ce qui implique quoi? 2 alpha égale à pi sur 2. Soit alpha égale à pi sur 4. Qui est égal à combien? Qui est égal à 45 degrés. 45 degrés. Donc lorsque je lance le mobile avec un angle de 45 degrés, le mobile peut tomber le plus loin possible. C'est ce que ça signifie. Ça peut tomber le plus loin possible. Voilà. Une fois nous avons déterminé la portée, on va passer maintenant à une autre caractéristique qu'on appelle la flèche. Avec la hauteur maximale atteinte par le projectile avant de revenir. Quelle est la hauteur maximale? Lorsqu'on a lancé le mobile, le projectile atteint un sommet. Qui est là? Atteint un sommet. Donc vous avez une hauteur qui est là, qu'on va appeler H.
Mais ce A là correspond à quoi? Ça correspond aussi à Y de S. Voilà, le Y de S est là, Y de S. Ça correspond à Y de S. Y de S. Donc, on va passer à la flèche de tir. La flèche de tir. La flèche de tir qui est H qui est égale à Y de S au sommet. Flèche de tir. Pour déterminer la flèche, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit quoi? Le Y de S, c'est la hauteur maximale atteinte par notre solide ou bien notre projectile avant de redescendre. Pour avoir la flèche, on constate qu'au sommet, quand le mobile est au sommet, la vitesse, je dois représenter la vitesse. La vitesse se comporte ainsi. Vous avez la vitesse V, V au sommet. Mais quand je fais la projection de la vitesse sur l'axe des ordonnées, ça me donne 0. Ça me donne 0. Donc lorsque je suis au sommet, S, le VS, voilà, vous avez le V, on avait les V sont là, VS au sommet S, on a V de S, qui sera donc égal à quoi? V de S égale à VI, V de SX égale à V0 sinus cosinus alpha. Et vous avez V de SY égale V moins G. TS plus V0 sinus alpha. Lorsque je suis au sommet S, VS Y égale à 0. Donc celui-là, ce terme qui est là égale à 0. Est-ce que ça veut dire? Lorsque je suis au sommet, le VSY égale à 0 parce que vous avez VS qui est tangent à la trajectoire au point considéré. Donc quand vous tracez la tangente, c'est perpendiculaire au Y. Donc la projection de V, du vecteur vitesse au sommet, ça nous donne 0. Donc si ça donne 0, ça veut dire quoi? Ça permet d'avoir le temps au sommet. Donc ce qui implique donc moins GTS plus V0 sinus alpha égale à 0 implique que TS, le temps au sommet, je cherche le temps au sommet, ça sera donc égal à quoi? Ça sera moins, bon, on va aller pas à pas pour ceux qui ne comprennent pas, moins GTS égale à quoi? Moins V0 sinus alpha. TS égale, je vais passer de l'autre côté, ça donne V0 sinus alpha sur G. Voilà TS, le temps au sommet. Mais si je connais le temps au sommet, je peux avoir maintenant le Y au sommet. Voilà. Parce que le Y au sommet là qu'on cherche. Si je connais le temps au sommet, je peux connaître le Y au sommet. Puisque Y est exprimé en fonction du temps, d'après l'équation 2. Voilà. D'après l'équation 2, Y de T a pour expression moins 1,5 de GT carré plus V0 sinus alpha T. Mais je connais le temps au sommet. Le temps au sommet, si je remplace le temps au sommet, ça me donne Y de S. Donc, on va remplacer TS. Remplaçons TS dans 2, l'équation 2. Voilà. Et quand on remplace, je remplace et je vais déterminer l'expression. TS, c'est ça qu'on appelle Y de S. Et c'est lui aussi qui est la flèche H. Y de TS. On va remplacer, c'est égal à quoi? C'est égal à moins 1,5 de G facteur de V0 sinus alpha sur G au carré plus, on a plus encore quoi? Plus du V0 sinus alpha facteur de V0 sinus alpha. Bon, je vais réécrire à nouveau. On a un problème d'espace. Y de TS égale à Y de S, qui est égal à quoi? Qui est égal à moins 1,5 de G facteur de V0 sinus alpha sur G au carré plus V0
sinus alpha multiplié par V0 sinus alpha sur G. Voilà. Sur G. Voilà l'expression que nous avons. On va essayer d'arranger tout ça, développer. Y de S, finalement, égal à quoi? On va développer au carré. Vous aurez moins V0 carré sinus carré alpha sur, vous avez du G, et G carré, il va nous rester 2G ici. Plus V0 fois V0, ça nous donne V0 carré. Sinus fois sinus, ça nous donne sinus carré. Sur G. On va rendre au même dénominateur. On a 2G, on a G ici, donc on multiplie le tout par 2. Donc finalement, j'aurai quoi? Y de S égale à quoi? Moins V0 carré sinus carré alpha plus 2V0 carré sinus carré alpha, le tout divisé par 2G. Fait quoi? Moins 1 plus 2, ça nous donne 1. Donc Y de S qui est égal à H, c'est aussi égal à quoi? Ça fait V0 carré sinus carré alpha sur 2G. Voilà l'expression de la flèche. Une des caractéristiques de la trajectoire d'une particule ou bien d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Et à quel moment cette flèche est maximale? On a la plus grande valeur lorsque quoi? Lorsque alpha égale à pi sur 2. Donc la flèche est maximale. La flèche est maximale. On va donner la condition aussi pour la flèche. La flèche est maximale. Est maximale si sinus alpha égale à 1. Soit alpha égale à pi sur 2 qui est égal à 90 degrés. Alors, lorsque vous lancez avec un angle de 90 degrés, le mobile va le plus loin possible en haut avant de redescendre. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Lorsque vous lancez avec un angle de 90 degrés, le projectile va le plus loin possible avant de redescendre. Contrairement aux autres angles où alpha est inférieur à pi sur 2. Donc voici un peu l'expression de la portée. Mais là, par exemple, on pourrait nous demander, par exemple, lorsque nous avons une... on va faire ça en remarque. Cas de chute verticale. On va donner le cas de chute verticale. Cas de chute verticale. En remarque. Une petite remarque. Avant de... Cas de chute verticale. Cas de chute verticale. Quand on dit cas de chute verticale, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que là, on a lancé avec un angle alpha égale à 90 degrés. Dans ce cas, quelles sont les équations horaires? Cas de chute verticale, ça veut dire alpha égale à pi sur 2. Est-ce que ça veut dire? Chute verticale, dans la verticale alpha, on a lancé avec un angle de pi sur 2. Dans ce cas, on doit donner les formes des équations horaires. Donc, on aura combien d'axes de coordonnées? On aura combien d'axes? Donc, comme je le disais tout à l'heure, lorsque nous avons le cas d'une chute verticale, ça dit quoi? On a lancé avec un angle de pi sur 2. Angle vertical, angle de pi sur 2. Dans ce cas, quelles sont les équations horaires? Est-ce qu'on aura 2 coordonnées chaque fois? Non, mais le mouvement va se faire suivant une droite seulement. Ça va plus se faire suivant x, mais suivant une droite. Parce que alpha égale à pi sur 2, donc on a lancé suivant OY. Et dans ce cas, A avec 2 coordonnées. A, quelles sont les coordonnées de A? A sera égal à quoi? On aura A suivant Y. Et A sera égal à quoi? Moins G. Là, ça ne change pas. A avait 2 coordonnées lorsque alpha était différent de pi sur 2. A et V, VY. VY était égal à quoi? Je peux rappeler la forme de VY. C'était égal à VY était égal à moins GT
plus V0 sinus alpha. On vient de lancer avec un angle de pi sur 2. Donc, ça veut dire quoi? Je remplace ici par pi sur 2. Donc, il va me rester quoi? Moins gt plus V0. Par sinus de pi sur 2 égale à 1. Donc, c'est égal à moins g t plus V0. Voilà. Cas de chute libre, donc vous avez une seule coordonnée. Ça se fait suivant une droite. Donc, c'est comme si on avait un mouvement rectiligne uniformément varié. Mouvement rectiligne uniformément varié. Ce n'est plus un mouvement uniformément varié, ce n'est plus une parabole. Cette fois-ci, ça sera une droite rectiligne. Et on aura, les coordonnées seront suivant un seul axe, l'axe vertical. Ok, il reste maintenant le I. Ce n'est plus le X, mais c'est le Y ici. Y sera donc égal à quoi? La forme de l'équation que voici, Y était égal à quoi? 1 demi de gt carré plus V0 sinus. On va remplacer alpha par quoi? Par pi sur 2. Donc, ça va être le terme qui va rester V0t. Donc, on aura moins 1 demi de gt carré plus V0t. Voilà. Donc, voilà. Si on avait le cas d'une chute verticale, dans ce cas, voici les coordonnées, les grandeurs cinématiques. AY avait une seule coordonnée, A a une seule coordonnée suivant Y, V a une seule coordonnée suivant Y, et la position aussi a une seule coordonnée suivant Y. Et voici les équations horaires. Donc ici, on peut dire par exemple que le mouvement est une rectiligne uniformément variée et la trajectoire sera une droite. Or, dans le cas où alpha n'est pas égal à pi sur 2, on constate que le mouvement à la trajectoire est une parabole, c'est une courbe que ça décrit, une trajectoire curviligne. Donc voilà ce qu'on peut dire comme rappel sur le mouvement d'une particule, d'un projectile dans un champ de pesanteur uniforme. Voilà. Nous allons passer à des activités d'application avant d'aborder le mouvement. Alors on va essayer de faire des activités d'application d'abord pour le champ de pesanteur avant de passer au mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique. Et c'est les mêmes démarches, la même démarche à suivre pour pouvoir déterminer les équations horaires. Mais quand on sera dans le champ électrostatique également, là il y a des caractéristiques aussi à déterminer, telles que la déviation angulaire, la déflexion électrostatique. Merci, nous allons passer aux activités d'application.